Madame, Monsieur, bonjour. Tout l'équipage est très heureux d'être en votre compagnie. S'assurera de votre confort ainsi que de votre sécurité. Vol estimé à 1h15. Et Ajaccio, actuellement, à température de 18 degrés avec du beau temps. Je vous souhaite un bon vol. Ce 7 mai, j'embarque dans un avion direction Ajaccio pour rejoindre l'équipe corse du Raid Gauloise 1998 qui se déroulait en Équateur, auquel mon père Gérard avait participé. En fait, tout commence pour moi en juin 2018. Le 2 juin 2018, Pascal Fina, membre de l'équipe, me contacte via Facebook car il vient d'apprendre le décès de mon père, comme par hasard, le jour d'anniversaire de sa mort. Il cherchait à reprendre contact avec lui pour fêter les 20 ans de ce Raid Gauloise. Il m'invite donc à se convier à eux pour fêter ces retrouvailles, malheureusement sans mon père. J'ai donc saisi cette occasion. Mais tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'était le Raid Gauloise. C'est l'un des raids des plus durs au monde, près de 600 km en autonomie sur 10 jours. Avec 97 km en marche-orientation, 35 km de ride and run, 24 km de randonnée glaciaire, incluant l'ascension du volcan Cotopaxi à près de 6000 mètres, 68 km de VTT, 121 km de marche-orientation dans la jungle, 61 km de rafting en eau vive, 42 km de canoë de rivière et 64 km de kayak de mer. À côté de ça, le Raid Gauloise, c'est aussi une mission humanitaire auprès des populations locales. Je suis donc partie recueillir les souvenirs de Lourangir, Pascal Fina, Jean-François Luciani, Jean-Paul Claude-Pierre et un supporter, Gilles Mirilli. Je m'appelle Pascal Fina, je viens d'Ajaccio. Alors, je m'appelle donc en Corse Luciani Jean-François. J'habite dans un petit village en montagne, près du Monte Cinto. Le village s'appelle Casamaccio, il y a 870 mètres. Voilà, et là où j'habite, on est entouré de hautes montagnes. Et je gère des chambres d'hôtes et je suis accompagnateur en montagne. Ça va commencer, j'ai couru assez jeune en montagne, après les brebis et les chèvres de mes oncles. Après, je suis parti, j'ai été étudiant à Corté, je suis parti faire mon service militaire à Briançon, dans l'infanterie alpine, où j'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai fait beaucoup de ski de rando, de vélo, courir en montagne, bien sûr. Et puis après je suis... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'avais déjà, pendant que j'étais... après être rentré du service militaire, j'ai fait un premier record du GR20, c'était en 89. Hein. Voilà, j'étais un peu le pionnier de la course en montagne en Corse. Et puis après, j'ai travaillé au Crédit École, on a fait les différents raids, les Corsica Raids, Raid Gauloise. Ça, c'était une chose. Et puis après, j'ai refait un record du GR20 en 2000, qui a duré un certain nombre d'années. Et en même temps, juste après, j'ai fait des courses en montagne que j'ai gagnées, je n'ai pas gagné, enfin bon, voilà, un peu tout ça. Moi, je suis Monsieur Claude-Pierre, Jean-Paul. Je viens d'Ajaccio, je suis natif d'Ajaccio. Et donc, montagnard, un peu comme toute l'équipe qui a participé à ce Raid Gauloise. Et voilà, passionné de montagne, de sport nature, VTT, canyoning, kayak, enfin tout ce qu'on peut faire dans la nature. Je suis souvent parti ailleurs pour aller voir ce qui se passait. Mais on est toujours ravis de rentrer chez nous quand on voit ce qu'on a ici. Je m'appelle Lourangir, je faisais équipe avec Gérard Train en 98 pour le Raid Gauloise. J'habite à Ajaccio. On a fait ensemble, on a fait le Corsica Raid en 97 et donc le Raid Gauloise juste après. Et d'ailleurs, on avait déjà vu ses qualités physiques au Corsica Raid parce qu'on finit premier. Et je me souviens d'une étape course à pied où on avait perdu une balise dans la montagne, on n'avait pas pu la récupérer, enfin on n'avait pas pris le bon chemin. Donc on avait une pénalité de 45 minutes, je crois. Et il y avait un petit temps d'attente avant l'étape d'après, qui était une course d'orientation, mais très facile à faire, elle était tracée dans un chemin. Et en fait, on avait le couteau entre les dents, parce qu'on avait la rage d'avoir eu 45 minutes de pénalité. Et donc on s'est mis au départ dans les conditions, en se disant on va attaquer tous les 4 à fond.
Et c'est ce qu'on a fait pendant 10 km, on était à fond, on est chacun arrivé dans la zone rouge violente. Et je me souviens qu'à l'arrivée, il y a le guide qui avait fait le même parcours. Il avait 10 minutes de retard par rapport à notre temps, il était scotché, quoi. Parce que, en fait, c'est ça notre qualité, la qualité de cette équipe. C'était on s'entendait très très bien déjà. Et en plus, on était vraiment performants en course à pied. Pascal, Jean-François, bon, bien sûr, qui était un peu au-dessus du lot avec Gérard. Mais je sais que il n'y en a pas beaucoup qu'on fait ce temps-là après, quoi. Voilà, ça c'est un gros souvenir parce que c'est un moment d'effort très intense. Et c'est vrai que quand on est sportif, c'est des moments qui marquent, surtout quand c'est dans une équipe. Comparé à un sport individuel où on n'a pas ce besoin de s'attendre, de s'écouter. Et quand on est dans une équipe où les 4 sont à fond dans le rouge en même temps, on sent que là on fait quelque chose de fort, quoi. Et ça, c'est vraiment un super moment qui m'a vraiment Donc on a partagé une belle aventure, hein. On a fait le raid gaulois, ça s'est passé en 98 en Équateur. Voilà, ça restera bien sûr pour nous un moment fantastique. Donc en gros, si ma mémoire est bien bonne, il y avait 650 km. Il y avait de l'alpinisme puisqu'on est monté quand même à 6000 mètres d'altitude. S'accumuler de la course à pied avec des étapes, une grosse étape de 96 km par exemple. Après de la montagne, 28 km de haute montagne, c'est-à-dire de 3000 au sommet, 5800 mètres au Cotopaxi. Et ensuite, ça, on avait tout un parcours où on revenait près de la cordillère des Andes pour, toujours en orientation, à traverser des villages qui vivent essentiellement de la canne à sucre. Et ensuite, on arrivait dans une partie rivière avec du rafting en eau vive et qui après finissait sur du kayak en rivière et ensuite du kayak en mer pour arriver à la ville de l'arrivée. Après avoir gagné 3 Corsica Raid, hein, qui entre parenthèses était une épreuve beaucoup plus rapide que ne l'était le raid gauloise, hein. Donc nous les raids on les connaissait à travers le Corsica Raid, on n'en avait fait pas d'autres et donc le raid gauloise pour nous était une découverte. Bon. Donc on avait une coéquipière faisant les Corsica Raid, on avait une coéquipière et là elle ne pouvait pas participer, donc on a cherché quelqu'un. Enfin, moi je me suis mis en charge de trouver quelqu'un. En Corse on voyait personne qui avait le niveau pour le faire. Et donc j'étais parti sur le continent pour recruter 2-3 personnes. Et finalement, j'avais appelé un ami à moi qui avait été, ou qui était toujours, je ne sais plus, le chef du PGHM, du peloton gendarmerie de haute montagne de Corté, donc Martial Lacroix. Et c'est lui qui m'avait donné le numéro de ton père. Donc, hein, et donc, je l'ai appelé, j'en ai parlé à Pascal et tout ça. Et donc, de mémoire, il est venu voir un peu ce que c'était, hein. Et donc, alors son point faible, parce qu'il n'en avait jamais fait, on va dire, c'était le kayak, un kayak de rivière, parce que il suffit pas d'avoir de la force. Bon, ton père, il en avait, parce que c'était un grand sportif, mais c'est d'avoir la technique. Donc, il était venu, je crois, une première fois, on était allé faire du kayak ensemble sur un bi. Et voilà, donc, bon, lui, il était très, fort musculairement. Et là, il a vu que, bon, se battre avec les mers, c'était pas évident, quoi. C'était encore autre chose, hein. Voilà. Autrement, après, de mémoire, hein, parce que les années passent, il était venu plusieurs fois donc en Corse. On avait fait du VTT ensemble. Là, on a vu qu'il était très fort en vélo. On avait marché en montagne. Bon, là, c'est pas trop un problème pour lui, hein. Et voilà, enfin, ce que je peux en dire. Bon, il avait un fort caractère comme moi. Bon, voilà, après, hein. Après, pour la suite des événements concernant le raid gauloise, nous collectivement on avait fait l'erreur de penser qu'on pouvait partir très vite comme on le faisait toujours sur un Corsica Raid, et en fait le raid gauloise était en fait complètement différent. Et sur le raid gauloise il fallait y aller tranquille, pas faire d'erreurs d'orientation parce que c'était difficilement rattrapable, et qu'il fallait surtout penser à dormir bien pour pouvoir le lendemain faire un maximum de choses, quoi. Bon. Donc nous on n'a pas fait tout à fait ça, donc bon. Mais on s'est bien comporté. Voilà.
Le Raid Gauloise, donc bien sûr, on est tous partis là-bas, ça a été dur pour les concurrents, mais ce Raid Gauloise n'aurait pas dû se faire en Équateur cette année-là. Je crois qu'il aurait dû se faire en Indonésie, et il y a eu des troubles en Indonésie où je ne sais pas si c'était une explosion d'un volcan ou je ne sais pas quoi, et ils se sont retournés sur l'Équateur au dernier moment, et ce raid, il a duré 10 jours. 10 jours, c'est exceptionnel. D'habitude, c'est 7 à 8 jours parce qu'ils se sont trompés sur les distances. Je sais que par exemple, à pied, il y a une étape qui devait faire 40 km, c'est un marathon, et ça a fait 2 marathons. Plus de 80 bornes. Donc ça a été très dur pour eux. Le Raid Gauloise 90, c'était une grosse organisation. Déjà, il a fallu 1 an pour préparer ça. Et il a fallu avoir le budget, parce que le budget à l'époque, c'était quand même 250 000 francs. Donc il fallait réunir ce budget. C'est pas évident chez nous en Corse, parce qu'on n'a pas de grosse société, on n'a pas de... Bon. Il a fallu travailler pendant 1 an. Sur le budget du Raid Gauloise, l'organisation, etc., c'était un raid très très dur. D'ailleurs, même les organisateurs, en discutant avec eux, nous ont dit que c'est le raid le plus dur qu'ils avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais organisé, du moins. Surtout qu'ils s'étaient trompés sur les distances. Et que les gars, ils ont souffert. Et nous aussi, on a souffert. On était qu'accompagnants, enfin, on était là pour tout ce qui était matériel, etc., pour les aider donc à ce que ça se passe le mieux possible, à faire la bouffe et tout ça. Et on a souffert aussi parce qu'on a eu 3 jours de mauvais temps, sous la tente, sous la pluie, 3 jours à les attendre parce qu'ils s'étaient paumés là-haut. C'était difficile pour nous, même mentalement, parce qu'on se demandait tous les jours où ils étaient. Ils n'arrivaient jamais. C'était un peu angoissant. Et malgré tout ça, malgré qu'on est une équipe amateur, on a quand même fini 7e, première équipe amateur. Tous les autres, c'était les professionnels devant. Et il ne faut pas oublier qu'à un moment, on était premier. Il faut le dire, à un moment, on était premier. Et ouais, avant qu'ils se perdent sur les hauts plateaux, dans les marécages. Quand on fait le parcours complet, il n'y a que 8 équipes. Donc après, les autres sont en retard, ils sont acheminés sur un autre classement. Et sur ces 8 équipes, il n'y a que 6 équipes qui ont fait le parcours complet et les 5 au sommet. Et je suis fier de pouvoir dire qu'on fait partie de ces 6. Les premiers jours, c'est un peu impressionnant parce qu'on nous donne le roadbook et Jean-François et Gérard se mettent à faire la navigation. Il y avait des pages de tracés à faire, de topo, avec le compas, la règle, avec le roadbook. Et donc, ça met une pression. Puis surtout, ça fait beaucoup de travail et on se couche très tard à cause de ça. Donc le matin, non seulement il y a l'épreuve sportive, mais en plus on est fatigué parce qu'on a fait la navigation. Et donc ça, c'est un gros boulot, puis ça met une grosse pression. Et là, on part bien, on part avec à côté des meilleurs. Sauf qu'arrivé à la nuit, on n'avait pas l'entraînement, ou c'était pas un domaine qu'on connaissait, c'était en fait gérer le sommeil et la nuit. Et donc ça, c'était pas évident. Et c'est là où les grosses équipes font la différence, c'est qu'ils dorment très très peu. Donc nous, on arrivait à dormir un tout petit peu, quoi. Et je me souviens, on avait quand même... Pascal, d'emblée, avait eu un problème au pied. Et donc un matin, on se réveille à 3000 mètres d'altitude, parce que de toute façon, on ne descendait pas en dessous de 3000 mètres. Donc déjà, c'était un peu compliqué au niveau oxygène et tout. Mais bon, ça se gère bien, parce que ça faisait 15 jours qu'on y était déjà, en acclimatation. 15 jours avant la course, enfin une semaine avant la course. Et donc là, on se lève à, je sais plus, 5 heures du matin, quoi, à l'aube, même avant l'aube. Et on fait chauffer une aiguille pour percer les ongles de Pascal, qui était tout infecté, parce qu'il ne pouvait plus marcher à cause du cul qui lui avait gonflé les ongles. Enfin, une horreur, quoi. Et donc je me souviens après, même on marchait, on faisait 96 km à pied avec Pascal et les pieds défoncés, et il nous suivait toujours. Et avec Gérard, à un moment, on se parle comme ça, puis on se dit, mais comment il fait pour tenir, quoi? Il rate pas jusqu'au bout, quoi, Pascal. Et puis finalement, si, ça l'a pas dérangé, il était jusqu'au bout. Et donc, à l'arrivée, je me souviens qu'on s'était fait la réflexion que quand même, il était balèze, quoi. Après, sur le côté sportif, la partie qui m'a le plus marqué, je dirais, le fait essentiel, c'est qu'on ne dormait pas beaucoup. Ce que je m'en souviens, c'est qu'il pleuvait quasiment tous les jours, même la nuit. Et que donc, le fait de ne pas dormir
les jours venant, on avait de plus en plus de difficultés à être, je dirais, bien conscient de ce qu'on faisait et d'avoir suffisamment de recul pour prendre les bons itinéraires, parce que bien sûr tout se faisait en orientation dans un pays qu'on ne connaissait pas. Donc la partie qui a été la plus pénible, moi je me souviens d'un soir où on dormait dans un endroit on avait planté la tente, il s'était mis à pleuvoir, on avait on va dire les pieds dans l'eau plus ou moins, hein. Et dans la nuit j'étais obligé de sortir de la tente, on avait une petite tente, donc on était vraiment très serrés, je me suis levé pour aller faire pipi on va dire, et quand j'ai voulu rentrer dans la tente, tout le monde avait bougé et du coup voilà, j'ai pas dormi de la nuit quoi, on va dire, et il pleuvait, bon, c'est ce qui m'a marqué le plus. Donc voilà. Après oui, il y a eu faire le Cotopaxi, comme on n'avait pas très bien dormi la nuit, surtout moi, donc du coup on a fait le Cotopaxi, à aucun moment ça a été un plaisir quoi. Donc parce qu'on montait à pied à 4100 mètres, à 4100 mètres on a eu la possibilité, on pensait dormir un peu, mais en fait on ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait trop de bruit. Et donc on est monté au sommet, enfin moi je sais que je suis monté au sommet sans avoir dormi, peut-être un jour ou deux, peut-être même 2 jours. Et donc après la descente a été assez pénible parce qu'on n'avançait pas beaucoup. Et après je sais qu'on est arrivé au camp de base à de mémoire 3000 et quelques, on a pris des vélos, et des vélos qui n'étaient pas des vélos quoi. On perdait les pédales, il y avait du sable, on poussait les vélos, enfin bon, il arrive à un moment donné, on se demande ce qu'on fait avec ces vélos. Enfin, mais c'était une obligation d'avoir les vélos. On prenait des vélos. Et les vélos, c'était des VTT locaux. Et le problème, c'est que c'est des vélos qui font 15 kilos et avec du matériel qui est fait pour tout, sauf pour faire du VTT, quoi. C'est-à-dire que ça prend pas les secousses, où on perd tous les boulons, quoi. Et donc, tout le monde avait son vélo respectif. Et je me souviens que Gérard avait un vélo que la selle tenait pas. Et donc, je le revois, c'était la pénombre, le début de la tombée de la nuit, quoi. Et je le voyais pédaler sur un vélo tout petit, tout ramassé, avec la selle complètement penchée en arrière. Et il était très très mal. Et il pédalait comme ça, comme il pouvait. Et je me suis dit, putain, c'est une bête à vélo. Et c'est un champion cycliste et il est sur un vélo pourri. Et du coup, ça m'avait fait un peu sourire, quoi, parce que de toute façon, on était tous dans la même situation. Et puis quand même, je dis, bon, je vais essayer de resserrer la selle, parce que j'avais un peu le rôle mécanicien. Donc je prends son vélo, je dis, tu prends le mien. Pendant ce temps, je m'arrête 5 secondes et j'essaye de resserrer la selle, de la remettre comme il faut. Donc je récupère son vélo, lui prend le mien, je serre la selle et tout, je la mets à peu près bien. Et du coup, je repars avec son vélo et lui avec le mien. Et puis au bout de 10-20 mètres, boum, la selle qui retombe en arrière comme ça. Et je prends le vélo, je le jette dans le fossé, et de rage parce que ça m'a énervé. Et puis comme on est un peu à bout, fatigué, puis je me dis merde, je vais l'abîmer encore plus. Alors je vais vite le rechercher, je le remets un peu comme il faut, puis je repédale. Et je voyais Gérard qui lui était bien sur mon vélo, qui lui n'avait pas de problème. Et surtout, on a eu l'idée, enfin c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais c'est monsieur Antoine Cardi qui a eu l'idée de faire donc de coupler aux Raids Gauloises donc un geste humanitaire pour le pays, enfin pour l'Équateur, pour une région de l'Équateur. Donc voilà, donc on a décidé donc de faire ça avec l'aide des écoles primaires de la région d'Ajaccio. On en a contacté une huitaine, ouais. On est allé donc leur expliquer le projet. Notre projet, c'était quoi? C'est qu'eux participent aussi. On leur a expliqué en faisant un diaporama sur l'Équateur, comment c'était l'Équateur, quels étaient les gens qui habitaient là-bas, comment il y avait des pauvres, des gens qui n'avaient pas le matériel d'écolier, tout ça. Et on les a fait participer en disant, voilà, vous ramenez chacun une trousse, des crayons, des cahiers, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on peut ramener pour aider ces gens-là au niveau de l'éducation. Donc, on a fait ça et ça a bien marché. Ça a bien marché parce qu'on a récolté 2 tonnes de matériel. 2 tonnes de matériel qu'il a fallu aussi rapatrier sur Paris à l'organisation du Raid Gauloise qui eux se sont chargés de l'amener en Équateur. Donc on a trouvé le transporteur entre la Corse et Paris qui nous l'a fait gratuitement aussi. Et donc on a ramené ces 2 tonnes là-bas. On avait contacté donc l'ambassade exactement d'Équateur en France et l'ambassade de France en Équateur. Tous ces gens-là se sont mis en osmose avec nous.
Et on a débarqué dans un petit village qu'on avait choisi, au pied d'un volcan qui s'appelle le Cotopaxi. Le Cotopaxi que les concurrents du raid ont gravi, 6000 mètres, en finissant dans la neige d'ailleurs. C'était pas évident, en plus le manque d'air, d'oxygène surtout. Donc enfin bref, et c'était au pied de cette montagne-là qu'on a fait la rencontre de tous ces élèves qui venaient de tous les petits villages environnants à pied, alors avec leurs ponchos, leurs vestes typiquement andines, etc. Et donc, moi personnellement, j'ai été étonné de voir tant de monde. Quand j'étais dans les rues de ce village, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est il y a une fête ici ou quoi? Je me disais, mais il doit y avoir une fête, c'est pas possible, un monde, autant de monde. Ben non, c'était pour nous. C'était pour nous, ils ont fait une fête énorme. Voilà, il y a eu des chants, des danses, on a mangé ensemble, on a dansé. Et bien sûr, on a remis, nous, avec des discours, bien sûr, des officiels, etc., etc. On a remis donc tout ce qu'on avait récolté ici en Corse à tous ces petits élèves équatoriens et qui étaient en manque de fournitures scolaires. Voilà. Et comme je te disais aussi, on a bouclé la boucle parce que j'y tiens beaucoup. Et on n'a pas fait que ça, parce que quand on est rentré de ce raid, on a aussi, avec toutes les photos qu'on avait fait là-bas, fait un diaporama pour montrer, et le film d'ailleurs, il y a eu un film là-dessus, pour montrer aux élèves de la région d'Ajaccio ce qu'était devenu leur fourniture, où est-ce qu'ils ont été, où est-ce que ça a été distribué, à qui ça a été distribué. Voilà, on a bouclé la boucle. Enfin, il y a deux choses qui m'ont marqué. Le côté sportif, la difficulté de l'aventure, et après il y a le côté humain par rapport aux gens la population qu'on a rencontrée. Bon, je vais commencer par parler de ça. Donc la population, on est dans un pays où les villages sont en haute altitude, hein. Voilà, donc une population qui vit pas comme on vit en Europe, hein, qui a des difficultés assez importantes, je dirais. Donc ça m'a pas mal marqué. J'avais ce sentiment qu'on était dans un pays où on arrivait avec nos vêtements Gore-Tex, machin, bidule, enfin, c'était entre guillemets de la haute technologie, et eux, ils n'avaient pas grand-chose, quoi. Donc ça m'a un peu marqué, voire gêné, quoi. J'ai trouvé ça, faire un raid dans ce genre de choses, il y avait quelque chose qui était... Voilà, il y avait trop de différences, enfin selon moi. Après, ça c'est mon éthique, hein. Après chacun fait comme il veut. On a été reçus par le village, il y a eu une fête fantastique. Ça c'est un moment très très fort du raid gauloise. C'était beaucoup plus important que le raid gaulois. Sinon, au niveau de la course, je me souviens d'un autre moment aussi dans la course au raid gauloise où c'était dans les longues étapes de marche. On arrive à 2h du matin ou 3h du matin, on ne trouvait plus le chemin. Et puis on savait plus trop où. Enfin, je voyais que je faisais pas l'orientation, mais j'avais Gérard et Jean-François qui étaient très fatigués et qui cherchaient le chemin. Et donc je viens vers eux et je dis si là on ne trouve pas, il faut se poser, on reprend du point où on était connu, on se retrouve. Et là Gérard, bien fatigué, il me dit ouais. D'accord, on se pose. Donc, il voyait bien qu'il fallait qu'on soit à l'écoute de tous ces 5 ensemble et qu'il fallait bien s'écouter, vérifier, réfléchir, parce qu'on n'est plus trop lucide à 3h du matin. Et c'était un chouette moment aussi, quand on est perdu un peu dans la cambrousse comme ça. J'ai aussi rencontré Gilles Miril, qui a suivi cette aventure de près. Bonjour, je suis Gilles Miril, donc je suis né à Ajaccio, ajaccien depuis 56 ans. Alors je n'ai malheureusement pas eu le plaisir de faire partie de l'expédition, ni des accompagnateurs, ni des participants, mais j'ai contribué, on va dire, à la préparation de l'expédition avec des idées qui pouvaient germer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour récolter un petit peu de budget, etc. Et puis je me souviens de l'anecdote, c'est qu'ils avaient pensé à des t-shirts. Et donc il y avait des t-shirts qui étaient faits avec au dos l'équateur, les dates de l'expédition, etc. Et puis donc ça a commencé par un t-shirt blanc. Et puis après il y a eu le t-shirt gris. Et puis il y a eu encore des t-shirts beige, etc. Alors je me souviens parce qu'on en prenait pour toute la famille, ça allait du plus grand au plus petit, ça passait par les enfants qui devaient avoir à l'époque 8 et 5 ans, et donc toute la famille était habillée aux couleurs de l'expédition raid gauloise de l'équipe corse. Mon premier rapport avec cette équipe, ça a été Pascal Fine,
que je connaissais avec les autres de par leur participation au Corsica Raid. Et Pascal Finn, c'est toujours quelqu'un que j'avais souhaité rencontrer. J'ai eu la chance de le rencontrer, de faire sa connaissance. Et à partir de là, après, j'ai connu Jean-Paul, j'ai connu Jean-François, j'ai connu Laurent. Et puis voilà, c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur et j'avais beaucoup de plaisir à côtoyer ces personnes-là. Alors une fois qu'ils étaient partis, donc moi j'étais resté sur le sol corse et bien entendu je me suis attaché à suivre leur performance. Et surtout aussi on avait parlé de l'aspect humanitaire et ça me tenait beaucoup à cœur aussi de savoir qu'ils allaient rendre des enfants heureux et leur permettre de pouvoir faire des études un peu moins pénibles avec tout ce qu'ils pouvaient avoir amené, etc. Je me suis attaché à suivre leur arrivée là-bas, le moment où ils ont distribué tout ce qu'ils avaient pu amener. Et puis après, bien entendu, c'est l'expédition sportive qui a commencé et je me souviens... On se connectait 2, 3, 5 fois, 10 fois par jour à Internet parce qu'il fallait 5-10 bonnes minutes pour ouvrir une page à l'époque encore. Et puis on suivait leurs résultats, leur progression, etc. Et c'est des moments qui resteront gravés à vie. Et puis est venu le moment de leur retour, donc on est allé les accueillir à l'aéroport. Et ce qui a pu frapper la première fois, c'est le changement physique parce que ça a été vraiment une épreuve... très très dur physiquement et vraiment on les avait trouvés amaigris, vraiment très creusés, etc. Et c'était assez impressionnant cette différence physique entre le moment du départ où certes ils étaient affûtés, mais bon ils étaient en pleine possession de leurs moyens, etc. Et quand ils sont revenus, on a vu à travers cette dégradation la difficulté que peut représenter une épreuve comme celle-ci. Alors la seule personne que je n'ai pas eu la chance de connaître, c'est Gérard Traille, que j'ai vu à travers des vidéos, à travers des photos. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, j'avais dit à Pascal, qui est mon meilleur ami dans la vie, celui avec qui j'ai le plus de contact, et je me souviens lui avoir dit, j'aimerais à l'époque déjà connaître cette personne. Elle respire l'expérience, le vécu, la franchise, et j'ai envie de discuter avec cette personne et de m'enrichir un petit peu de toutes les connaissances qu'il peut avoir sur la montagne, etc. Et j'aimerais vraiment le connaître. Et malheureusement, c'est à l'occasion d'une énième discussion avec Pascal, où on s'est remémoré un petit peu ce fameux raid de Gauloise. Et j'ai dit à Pascal, ce serait bien peut-être qu'on pourrait un jour nouer un contact avec Gérard, que j'ai toujours envie de rencontrer. Donc Facebook existant aujourd'hui, on est allé voir sur Facebook, etc. Et puis à travers Facebook, on a vu Laetitia en photo, etc. Et on s'est dit, ce serait bien que tu contactes pour voir ce que l'on pourrait faire. Et quelques jours après, on a appris ce qui s'était déroulé. Et voilà, j'avoue avoir été très triste d'apprendre cette terrible nouvelle. On a évoqué Gérard, donc l'envie de le rencontrer. On a évoqué Gérard, c'était un 2 juin, on était chez moi, on buvait un apéro. Et lorsque j'ai appris la terrible nouvelle, j'ai appris que cette date coïncidait donc à la date anniversaire de la disparition de Gérard. Et voilà, la vie réserve des fois des anecdotes comme ça qui peuvent surprendre, parce que pourquoi reparler ce jour-là de Gérard Traille, pourquoi émettre l'envie de le rencontrer, etc. Et d'apprendre après que c'est ce jour-là qui s'était passé ce drame. Alors ma rencontre avec Gérard, ça reste un grand souvenir, c'est un grand monsieur, le peu que j'ai connu là, donc j'ai vu que c'est quelqu'un qui avait un caractère très très fort et donc j'ai partagé de très bons moments. C'est un grand monsieur de la montagne, hein, franchement. Alors Gérard, donc je l'ai connu sur le Corsica Raid, une année, donc on s'était pas beaucoup vu parce que entre les accompagnants et on se voit mais très peu. Là on s'était pas vu parce qu'il est arrivé au dernier moment, lui. Il est arrivé pour faire la course presque, hein, donc il n'y a pas eu la préparation, etc. D'ailleurs pour le raid gauloise aussi c'était pareil, on ne l'a pas vu, hein, parce qu'il était dans les Pyrénées alors que nous on était en Corse, tout s'est préparé en Corse, on ne l'a pas vu non plus. Donc je l'ai pas beaucoup côtoyé à part sur la course. Et donc moi mon souvenir de Gérard sur le raid gauloise, on s'est pas beaucoup vu en fait, vraiment pas beaucoup.
Et donc, on ne s'est pas beaucoup côtoyé, à part quand on les voyait, quand on leur changeait leur matériel et tout ça, quand on leur faisait à manger et tout ça, enfin bref. Mais sur le Corsica Red, par contre, le meilleur souvenir que j'ai de lui, c'est quand je te disais, je lui ai offert un petit caillou avec une tête de mouflon taillée dedans. Et que je lui ai offert ça, et j'ai vu que ça l'avait ému. Juste quand il prenait l'avion, là, au départ, j'ai vu qu'il était ému. Hein. Franchement, je l'ai vu parce que, je vais le dire, hein, il était dur, mais une petite larme, les yeux étaient un peu mouillés. Donc Gérard, je l'ai connu quand il est arrivé en 97 pour le Corsica Red. Et en fait, de suite... on reconnaît l'athlète humble quand même, parce qu'il n'a jamais dit qu'il était très fort à vélo, quoi. Il disait bien qu'il gagnait quelques courses, quoi, mais après c'est sûr que quand on l'a vu à vélo, c'était autre chose. Et toujours à l'écoute dans l'équipe, très sympathique. Peut-être un peu militaire, parce que quand même il fallait que ça fallait pas trop qu'on déconne, mais ça allait bien. Et grosse performance en course à pied aussi, parce qu'on était bien en course à pied, mais Gérard aussi était très très bien, ça le gênait pas. Et on voyait que c'était un amoureux de la montagne aussi, parce qu'il adorait la Corse avec ses montagnes. Et c'est là qu'on voit l'alpiniste, quoi. J'avais discuté aussi avec lui d'une intervention qu'il avait fait de secours dans les Pyrénées, dans la neige en hiver, pour aller récupérer des gens qui étaient tombés d'une cascade de glace. Et il m'avait raconté que c'était très très dur. D'ailleurs, il avait pris, c'était avec la refonte ou l'augmentation de température, il s'était pris des blocs de glace sur la figure. Qu'ils avaient retrouvé les personnes malheureusement décédées, mais que lui, suite au choc de glace, des blocs de glace, avait été passé quelques temps à l'hôpital avec des bleus partout. Il m'a dit c'était monstrueux. Et là, on reconnaît la qualité de ces gens qui vont chercher les autres en déperdition dans la montagne. Et c'est quand même respect, quoi. C'est des gens formidables. C'était un grand sportif qui, à mon sens, était un peu têtu. Voilà, Après, je ne peux pas dire que je le connaissais plus que ça, hein. Les gens, pour les connaître, il faut avoir partagé de nombreuses choses ensemble, hein. Bon, surtout qu'après, nous, on a arrêté de faire des raids gauloises, enfin de faire des raids en général, hein, parce qu'en fait, sur le côté raid gauloise, ça revenait très cher. Enfin, à mon sens, ça revenait très cher, donc il fallait trouver des sponsors. Et donc là, avec toute l'équipe, on avait cherché des sponsors pendant une année complète, hein. Et donc, du coup, on ne se voyait pas repartir, on a failli, mais on ne se voyait pas repartir refaire un raid. Donc, lui était sur le continent, dans les Pyrénées, nous on était en Corse, donc après, c'est pas évident. Voilà. Un mot, c'est difficile, mais ouais, comme je te disais, c'était une tête de mule, mais tenace, quoi. Tenace parce qu'il lâchait rien dans l'effort, hein. C'était quelqu'un, ça se voyait, hein. Il allait au bout, hein. Voilà. Générosité, c'est quelqu'un qui était généreux dans l'effort, dans le partage, qui était prêt à tout pour aider le copain.
non ti cerca via, o luna nuova lasciami sta, senti i pensieri innocenti, sogni zitteni, sogni lucenti, grigi sospiri promessi, l'attesa di sigori lontani.